Rebonsoir, mesdames et messieurs. Je dis parce que certains d'entre vous étaient, je le suppose, présents hier soir à l'avant-première du Havre, le nouveau film de Aki Kaurismäki, qui, je vous le rappelle, sortira en salle dans toute la Suisse romande à partir de mercredi prochain. Et si le film vous a plu, dites-le autour de vous. Et si vous ne l'avez pas encore vu, précipitez-vous pour aller le voir. Je vous rappelle aussi que ce film a reçu hier le prix Louis Deluc, qui est un prix prestigieux dans le cinéma français, et que nous sommes très heureux qu'il l'ait reçu, parce que finalement c'est aussi un peu une manière de récompenser l'histoire du cinéaste Aki Kaurismäki avec la France. Comme je le disais hier, Aki Kaurismäki est un cinéaste finlandais, bien finlandais, qui a beaucoup fait de toute la première partie de sa carrière en Finlande et qui à un moment donné a commencé à aller à l'étranger, d'abord avec les Leningrad Cowboys qui étaient partis à Hollywood, ensuite en Angleterre sur la mémoire du grand cinéaste McKendrick où il a tourné J'ai engagé un tueur, et enfin en France pour cette vie de bohème que vous allez voir ou revoir maintenant. Alors j'ai le plaisir d'accueillir, et il va faire son entrée fracassante et triomphale, l'acteur qui a fait 4 films avec Aki Kaurismäki, un des peu nombreux acteurs français qui a fait autant de films avec lui, qui est évidemment André Wilms, que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci. Bonsoir. Merci André. On peut s'asseoir si tu veux. Non, restons debout. Digne. André, donc, qui en effet va commencer à travailler avec Aki Kaurismäki sur 4 longs métrages, avec des rôles bien différents, encore que le personnage que vous allez découvrir ce soir est un tout petit peu le même, en tout cas il apporte le même nom que le personnage du Havre, mais il fait un autre métier. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, je suppose qu'il y en a. Il y en a ? Oui, alors peut-être rappelons comment Aki Kaurismäki est entré dans ta vie d'homme de cinéma et de théâtre, mais en tout cas pas d'homme lié particulièrement à la Finlande. Non, moi je l'ai raconté hier soir, je vous ai dit, un jour, il voulait tourner parce que La vie de bohème est un roman d'Henri Murger, duquel a été d'ailleurs fait un opéra totalement stupide. Mimi, au secours, tu sais, de qui? Bien sûr. Puccini. Oui. Mais il y a aussi Leoncavallo, il y a 2 versions. Oui, il y en a 2 versions. Et donc, ce livre est un livre culte en Finlande. C'est ça la France. Pour les Finlandais, La vie de bohème, c'est ça, la France. Donc il a lu ça quand il était postier, avant de devenir cinéaste. Et comme il a des idées, il est suivi dans les idées, un jour il s'est dit, j'irai en France, la patrie du cinéma, etc. À l'époque, c'était encore ça, maintenant, bon, terminé. Et donc, il est venu à Paris. Mais il voulait tourner avec des acteurs finlandais, parce que comme tous les grands cinéastes, il a besoin d'une troupe. Est-ce que je l'ai déjà dit ça? Non, tu l'as pas dit, ça. Alors, justement, on peut commencer à préciser. On avait dit que La vie de bohème, c'était aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Donc, toutes les aventures collectives au cinéma, les grandes aventures collectives sont collectives. C'est-à-dire tous les grands metteurs en scène ont eu, que ce soit Cassavetes, Renoir, ont eu leurs acteurs. Donc il ne voulait pas se séparer de ces acteurs finlandais, à qui il a obligé d'apprendre le français phonétiquement. Vous allez vous en apercevoir. Déjà, il n'y a pas de J en finlandais. Et en français, il y en a beaucoup je. La français, ça. Je pense que, je crois que. Et donc, il n'y a pas de J. Il n'y a pas de masculin féminin, tout ça s'accorde. Enfin bref. Mais il s'est dit, il faut peut-être quand même, pour la femme et pour un des héros qui est l'intellectuel du groupe, il faut un français, quoi. Donc il a cherché. Et dans les acteurs français, c'est pas ce qu'il préfère. Les acteurs français contemporains. Donc je suis tombé dessus, la productrice a dit, je connais un type qui vient de Strasbourg, il n'est pas tout à fait français, c'est un Alsacien. On a hésité longtemps entre l'Allemagne et la France. Enfin, on l'a fait hésiter longtemps entre l'Allemagne. Bon, bref, je me suis retrouvé dans un bar à 3 h du matin avec lui, c'est là qu'il a dit la fameuse formule, vous avez un grand nez, vous pouvez fumer sous la douche, et vous avez des yeux tristes, vous êtes engagé. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans La vie de bohème. Et le premier jour de tournage, vous allez voir, c'est le premier plan du film, tu es bourré et tu tombes dans une poubelle. C'était parti.
Mais après, comment s'est passée la relation? Parce que quand même, tu tombais justement dans une famille qui est celle d'Aki, qui est justement Mati Pelletra, malheureusement décédé, qui était son acteur fétiche, qui a fait tous les premiers films de Aki, son chef opérateur habituel, Timo Salminen, je pense que c'était... Formidable. Matti Pelletra n'avait pas de maison. C'était la star, il avait tous les prix, c'était le plus grand acteur finlandais, il dormait dans un lit de camp, sur un lit de camp, dans le bureau d'Aki Kaurismäki. Le matin, quand ils arrivaient pour travailler, pliaient son lit de camp, il partait. Grand acteur. Sans maison. C'est un exemple pour nous tous. Nous ne devrions pas avoir de maison. Bref, enfin, Ron Joyer était un fou. Je n'ai pas pu encore. Ça va pas tarder. On va y arriver. On va y arriver. Parce que quand même, il commence à être 6 heures, si on va être bourré à minuit, il faut... L'heure de l'apéro. Oui, mais pas encore. Là, ça, on va la faire à la finlandaise. On va attendre encore quelques minutes avant d'y aller. Mais donc, en effet, tu tombes dans une famille qui est une famille extrêmement soudée, qui parle finlandais, j'imagine. Ouais. Et comme il le disait d'ailleurs, autant j'ai engagé un tueur, I hired a contract till, il l'a fait en Angleterre, donc il pouvait parler en anglais, mais là, il ne parlait pas non plus la langue française. Non. Donc, comment finalement s'est peu à peu développé ce tournage qui devait quand même être une rencontre d'univers, à la fois son goût cinéphilique pour le cinéma français, en particulier, je crois, Jacques Becker, mais tu me détruis pas absolument. Par rapport à ce film aussi. Bresson aussi, et de l'autre côté, le fait qu'il était en France, dans un lieu, à lui, au fond, complètement étranger. Alors, la première chose qu'il m'a dit, on ne tournera pas à Paris. Parce que Paris est devenu un Disneyland pour touristes finlandais. Je lui ai dit, pas seulement pour touristes finlandais, pour tout. C'est vrai que Paris est devenu un Disneyland, c'est le centre, c'est un musée. Alors, on a tourné à Malakoff, qui était à l'époque une banlieue, encore une qui est assez proche de Paris, mais donc il a recréé déjà Paris en banlieue. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un très grand sens du français, je ne sais pas comment il s'y prend, mais il trouve force, je ne sais pas, il a un instinct. C'est comme Dieu protège les alcooliques, lui, je ne sais pas, il a le Dieu des cinéastes au-dessus de lui qui le protège, je ne sais pas, il trouve toujours les bistrots justes, les gens justes. Je sais pas, c'est indéfinissable. Probablement, le talent des grands metteurs en scène, c'est qu'on ne peut pas expliquer leur talent. C'est bizarre. J'avais jamais demandé à Jeanne Moreau, mais qu'est-ce qui était tellement formidable avec Orson Welles? Orson Welles, elle me disait, il était gros, il fumait des cigares, il disait rien, et il était génial. Je dis, ah ben merci, ça m'avance, c'est pas beaucoup. Et elle me dit, il m'avait fasciné parce qu'un jour à la Cinémathèque, tu as vu? Merci. Il arrive et il avait une réunion avec des étudiants. Et il demande aux étudiants, qui est-ce qui veut faire du cinéma commercial et avoir des prix à Hollywood? Rien. Qui est-ce qui veut faire du cinéma révolutionnaire? Rien. Et il se retourne vers lui et dit, ah, mais qu'est-ce que vous voulez faire alors? Et elle m'a dit, à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était un génie. Alors, bon, voilà. J'ai jamais rien obtenu d'autre, mais c'était comment de tourner avec lui? Rien, de fumer le cigare, il était gros. Et c'est bizarre, Aki Kaurismäki, si, il m'a dit un truc, le premier jour, je dois jouer un type qui est bourré, vous allez le voir. Ah, naturellement, tu fais ça, quoi. Il dit, non! Quand tu es bourré, tu marches beaucoup plus droit, parce que tu cherches absolument un point, mais tu ne veux pas le montrer, quoi. Et tous les mecs qui sortent bourrés d'un restaurant, ils ne sortent pas comme ça, ils essaient au maximum. Ou alors ils tombent, mais ils essaient au maximum de marcher droit. C'est très juste, parce que le cliché, c'est ça, c'est le cliché. Donc, Aki Kaurismäki, c'est aussi quelqu'un qui chasse le cliché au fusil à lunettes. Et les acteurs sont pleins de clichés. Mais justement, alors est-ce qu'il t'a donné une éducation, donc ça commence, il dit quand même des choses sur le plateau. Droit. Hein? Ouais, marche droite et bourré. D'accord, mais après, il t'en dit d'autres. En plus de ça, tu étais avec Evelyne Lydie, avec Jean-Pierre Léaud, vous étiez les acteurs français du film, face à Rodolfo, enfin, au peintre et au compositeur qui étaient les deux en effet finlandais, comme vous allez voir à l'instant. Léo, il dit, tu es fou. Léo lui dit, toi aussi, tu es fou. Alors, il dit à Léo, essaye de rentrer là où je te dis. Si je dis rentre à gauche, essaye, rentre pas à droite, s'il te plaît. Parce que Léo, c'est le genre, hein.
Ah oui, je rentre à gauche, d'accord. Il rentre à droite. Non. Oui, rentre à gauche. Voilà, une fois que t'es dedans, fais ce que tu veux, hein, t'es payé. Quoi qu'il arrive. Ben oui. Ouais, je sais pas quoi dire, il est incroyable, quoi. Mais on comprend ce qu'il veut. C'est marrant, sans qu'il dise rien. Quand il est comme ça, tu comprends qu'il n'est pas très content, quoi. Et quand il est comme ça va, tu comprends qu'il est content. Donc tu te dis, ça va. Non, mais c'est assez facile. C'est quoi? Comme il parle pas bien le français, c'est comme le langage des sourds-muets. Il a un langage du corps très expressif. Alors là, il trouve que c'est repugnant ce que tu fais, quoi. Alors, on répète. Alors tu fais autre chose. Mais non, mais ce qu'il dit toujours, c'est enlevez-moi tout ça. Vos sentiments n'intéressent personne. Tout le monde a les mêmes sentiments. Tout le monde est triste, tout le monde croit que ses sentiments sont exceptionnels. Tout le monde croit qu'il a quelque chose à dire. Tout le monde croit qu'il a une biographie. Il me dit maintenant, n'importe quel type qui a une grand-mère qui meurt du cancer, il en fait un film. Il croit que ça intéresse les gens. Mais ce qui est fascinant, c'est quand même que c'est un cinéaste qui travaille beaucoup avec des acteurs de théâtre. Cathy Outinen est une actrice de théâtre. Tu es un homme de théâtre. Jean-Pierre Léaud, bon, c'est différent. Mais Evelyne aussi. Evelyne Didi, Dieu sait qu'elle l'est aussi. Et pourtant, c'est justement avec vous qu'il aime travailler. Parce que vous êtes capable de comprendre. Ou avec des amateurs total. Ou avec des amateurs totaux, en effet. Mais pas avec ces faux machins du milieu, là. Qui sont les acteurs de cinéma. Où il y a quand même un certain nombre de bluffeurs, quoi. Non, ou avec la technique du théâtre, tu es quand même obligé de travailler un peu plus qu'au cinéma. Au cinéma, n'importe quel clampin, il se plante dans le texte. On reprend. Comme disait Robert Mitchum, je préfère tourner des westerns parce que je tourne avec des chevaux, et au moins les chevaux, ils n'oublient jamais leur texte. Parce que ça le rendait fou, lui aussi. Parce que tu travailles quand même avec un paxon d'acteurs du cinéma français, qu'ils arrivent, ils doivent dire « Bonjour madame, je reviens demain. » Pardon ? Oh merde, il faut que j'apprenne mon texte, il faut que j'arrive à dire « Bonjour madame. » Putain. Parce qu'en plus, comme dans le cinéma français, on est carrément maintenant devenu... C'est le népotisme absolu, ils vont tous terminer débiles profonds, c'est que des fils d'eux. C'est qu'ils sont carrément... C'est un gigantesque inceste généralisé. Tu as plus tomber sur un acteur qui n'a pas son papa qui est acteur, sa tante qui est actrice. Ils couchent tous ensemble en plus, donc ils vont se dégénérer progressivement. Non mais c'est vrai, ça devient une catastrophe. C'est interdit à des hommes normaux le cinéma français maintenant. Il faut être de fils... Je peux te faire la liste des films qui sortent cette semaine. Ils sont tous... Ou alors c'est les filles de riches maintenant. Avant les filles de riches, elles avaient leurs pauvres. Au moins elles ne faisaient pas chier, elles entretenaient leurs pauvres. Maintenant elles doivent toutes faire du cinéma. Super. J'ai la fille d'un riche. Hop, cinéma. Super. C'est super comme métier, hein, ça fait pas chier. Ils sont habitués à être riches d'abord. Non mais ta madame Léa Seydoux là. J'ai tourné avec elle, elle s'en fout elle. Elle est milliardaire. Le metteur en scène lui dit il y a un chien qui va vous sauter dessus. Elle dit je déteste les chiens. Je veux pas tourner avec le chien. Qu'est-ce qu'il fait le metteur en scène? Il la ferme parce qu'il y a son père derrière qui a du pognon. Et qui lui finance la moitié du film, il a intérêt à la fermer. Donc c'est ça la vie, hein, l'acteur. Alors, justement, pour terminer sur les acteurs... Oh putain, je vais me faire liquider par ces dos. C'est pas grave. Je voulais lui demander un appartement. On coupera la scène. À propos des chiens, les chiens, justement, chez Aki. Ah ouais. Parce qu'il y a toujours des chiens. Ça, c'est le cauchemar. Pourquoi? Parce que les chiens... Je sais pas qui disait, un type qui déteste les chiens et les animaux. Et des enfants, W.C. Fields ne peut pas être forcément mauvais. Les chiens, c'est énervant, quoi. Ça recomme, ça se met jamais à la place où tu veux. Ah, c'est chiant. Mais il aime bien les chiens, il l'appelle Laika, parce que Laika, c'est la première chienne qui a été envoyée dans l'espace. Par les cosmonautes soviétiques à la place d'un homme. Donc il dit quand même, il faut rendre hommage à l'héroïque lutte du peuple soviétique. Voilà, c'est un clin d'œil. Les chiens, les enfants, c'est terrible. Donc il y a une Laika dans... Là, il y a en plus un enfant. Et en plus, et voilà. Qui te dit « Ah, tu t'es trompé dans le texte !» Petit con, là. Parce que les gosses, ils ont de la mémoire. Nous, à force d'avoir bu, on n'en a plus.
Billy Wilder qui disait ça, allez après j'arrête. Et Billy Wilder disait, quand les acteurs commencent à avoir une tête intéressante, on ne peut plus les employer parce qu'ils n'ont plus de mémoire, parce qu'ils ont trop picolé. Alors, avant justement d'aller peut-être prendre l'apéro, La vie de bohème. Bon, parler de vie de bohème, Non. justement, est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter par rapport à ce film qui est quand même... Bon, on le sait, je crois que vous le savez tous, mais j'entends qu'il y a énormément de... Aki a vu beaucoup de films et s'est souvenu aussi beaucoup du cinéma français qu'il aime avant de faire ce film. Donc il y a en permanence, sans que ce soit lourd, sans que ce soit pesant, des références, des hommages. Il y a un clin d'œil à un cinéaste dont c'est probablement un des derniers rôles comme acteur, c'est Samuel Fuller, Ouais. dont je précise qu'on fera l'intégrale ici à l'automne, puisqu'il aurait eu 100 ans. Samuel Fuller, qui joue d'ailleurs pendant un certain temps ton éditeur, enfin, Oui. voilà, dans le film que vous allez voir maintenant. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter encore sur cette vie de bohème et sur cette... Au fond, je crois que c'est une des premières... Non, c'est pas la... Si, c'est une des premières adaptations littéraires que ce Oltin, entre guillemets, Aki Kaurismäki, d'ailleurs. Non, tout ça pour dire, ouais, je peux dire un ou deux trucs. Aki Kaurismäki, un jour, il m'a dit, si tu donnes des interviews, si tu es sérieux, je t'étrangle. Et quand il le dit, il est vraiment, il te menace, quoi. Il dit, tu vas pas parler sérieusement de mon film. Alors chaque fois, j'ai comme son truc qui plane au-dessus de moi. Non, il a fait une adaptation, mais il m'a dit, là, j'ai appris quelque chose avec Fuller. Vous allez voir, je suis face à Samuel Fuller dans une scène. Et à qui il avait mis la caméra là pour Fuller. Et il a dit à Fuller, est-ce que vous pourriez tourner la tête pour que la caméra vous ait mieux? Il a dit, alors, changez la place de la caméra, mon vieux. Mettez-la là. Et à qui il dit, c'est juste. C'est les Américains, tu sais. Si tu vas avoir mon regard, tac, tac, mais là, la caméra, il me la met pas là, tu dis, ouais. Alors, à qui il dit, tu vois, même à mon âge, on apprend encore. Et, ouais, la vie de bohème. Lui, c'est un vrai bohème. Parce qu'il n'a pas peur de rien. Mais il n'a peur de rien. Et ça, c'est époustouflant. Comme il est son propre producteur, il n'a pas peur de l'argent, il n'a pas peur des stars parce qu'il n'en emploie pas. Parce qu'il me dit, pourquoi je prendrais des stars? Leur agent va me dire qu'il faut que je les ramène en bagnole à la maison. Ça va m'énerver. Donc, sa vision du monde, c'est ça. Et il disait toujours, en fait, on devrait être les trois mousquetaires. Moi, je serais D'Artagnan, évidemment, je le roule. C'est cette espèce de fraternité un peu louche. Pas élégante, mais quand même, qui tente de survivre désespérément dans un monde méchant. C'est un peu ça, la vie de bohème. Sans argent, mais digne. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Hein. Et puis qui savent boire comme des gentlemen, sortir discrètement sans se faire remarquer. Voilà. Et pendant qu'on sort discrètement, vous rappelez que juste après, à 21h, Yua, film qui sera fait quelques années plus tard, et où le personnage incarné par André Wilms est très différent de celui de La vie de bohème, et il a la particularité d'être totalement muet, puisque le film est presque complètement muet. C'est le dernier film muet du XXe siècle, comme l'avait dit Aki, je crois. À tout à l'heure. Merci. Là, il était un précurseur parce que tu as vu maintenant le film muet qui marche. Ouais, c'est le premier du XXIe siècle, quoi. Mais il n'a pas marché aussi bien.